EPC, qui est une marque de champagne que j'ai absolument voulu qu'on ait avec nous, parce que je trouvais ça hyper intéressant, moi m'étant beaucoup intéressé au DNVB. On a vu beaucoup de marques créer des produits finalement assez classiques et réussir à le marketer beaucoup mieux. Avec EPC, c'est encore plus complexe parce qu'on ne réinvente pas le champagne. Il y a une vraie norme de marché, il y a des recettes à respecter, il y a plein de choses à faire. Et donc c'est un métier encore plus contraignant que réinventer l'industrie du lit où on peut mettre un peu ce qu'on veut parce qu'il n'y a pas une norme qui nous dit un lit ça doit être ça, ça, ça. Là le champagne on est obligé et donc c'est le pourquoi tu es là. Donc merci Camille d'être là, donc cofondatrice et directrice marketing d'EPC. Est-ce que tu veux nous justement alors, je vais même commencer avec cette petite question, parce que EPC Champagne, par rapport à ce que je viens de vous dire, votre mantra, c'est apporter de la liberté dans une expérience codifiée. Tu veux nous en dire plus? Exact. Avec plaisir. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Donc, nous, en fait, chez EPC, notre mission, on va dire, c'est de moderniser la vision du champagne en cultivant la liberté. Pourquoi? Parce que le champagne, c'est un secteur extrêmement codifié, avec que ce soit sur l'élaboration du champagne, que ce soit sur la consommation du champagne, où il y a tout un rituel avec la flûte, la coupe, etc. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est créer une marque qui était libérée, on va dire, des codes du secteur, tout en proposant des vins délicieux. Donc voilà, ça c'est le fondement, le point de départ de l'histoire de la marque. Et donc tu crées ça il y a 3 ans. En partant de quoi? Parce que j'imagine que pour créer un champagne, c'est pas facile. Vous n'êtes pas les vignerons, donc il faut aller chercher des vignerons partenaires qui vous feront confiance, qui ne vous ont pas attendu pour vivre. C'est quoi votre proposition de valeur de leur côté pour finalement les séduire et leur dire on va peut-être avoir des petits volumes, parce qu'à côté des gros acteurs, on va avoir des petits volumes, mais on a autre chose à vous proposer. C'était quoi ce petit autre chose? En fait, ce petit autre chose, c'est qu'on a une façon d'élaborer le champagne qui est totalement différente des autres maisons. En fait, il faut savoir qu'en Champagne, en général, ce qui se passe, c'est du négoce. Qu'est-ce que c'est que le négoce? C'est que des grandes maisons, type par exemple LVMH, va acheter son raisin ou les vins clairs, donc le tout début du process de champagnisation, au vigneron, mais c'est les maisons qui vont faire, elles, le champagne. Donc en fait, le vigneron, il est juste là, entre guillemets, pour cultiver le raisin. Et nous, ça c'est aussi lié à l'histoire d'Édouard, qui est un des cofondateurs, qui lui est fils et petit-fils de vignerons champenois. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est remettre le savoir-faire de l'élaboration du champagne dans les mains des vignerons. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va sélectionner pour chaque cuvée un vigneron ou un groupe de vignerons qui va élaborer pour nous le champagne de A à Z selon notre cahier des charges. Et ça nous permet de mieux les rémunérer, parce qu'en fait, on les rémunère sur toute la chaîne de valeur, d'élaboration du champagne. Ça permet aussi de valoriser leur savoir-faire, parce que du coup, ils redeviennent ce qu'ils étaient à l'origine, élaborateurs de champagne et pas uniquement cultivateurs de raisin, on va dire. Et le troisième point, c'est que ça nous permet aussi de réutiliser leurs outils de production, plutôt que d'en créer de nouveaux qui seraient inutiles, parce qu'en fait, tous les vignerons ont des outils de production qui sont quasiment pas utilisés aujourd'hui, et en fait, qui demandent qu'à l'être. Donc voilà, ça nous a permis... C'était plus, on va dire, éco-responsable, on va dire, d'utiliser leurs outils de production. Est-ce que ça veut dire que les vignerons avant, avec chacun leur marque de champagne, et finalement se sont fait manger par les gros et sont devenus juste cultivateurs de raisins? C'est ça le... C'est un peu ce qui se passe, oui. En fait, à la base, chacun, effectivement, avait sa marque. Aujourd'hui, il y a plus de 1200 marques de champagne, donc il reste des petits reliquats, on va dire, de marques, de vignerons. Mais la réalité, c'est que, du coup, typiquement, si je prends l'exemple de la coopérative qui a été cofondée par le grand-père d'Édouard, en fait, il y a plus de 80% de leur chiffre d'affaires qui passe sur on va dire le leader du marché. Donc aujourd'hui, les volumes qu'ils vendent avec leur marque, ils sont minimes parce qu'ils n'ont pas le staffing commercial, marketing pour aller marketer leur marque. Donc voilà, c'est très anecdotique. C'est un peu comme les fromagers, tous finalement qui sont des gens de la terre. Aujourd'hui, savoir prendre le tournant du digital, etc., ça leur paraît loin. Donc c'est là où j'imagine vous avez un vrai plus, parce que finalement ça met en valeur leur travail, ça leur redonne finalement le goût de ce qu'ils aimaient faire au départ, quoi. Exactement, et nous on voulait vraiment communiquer sur eux, dire sur chacune de nos cuvées, on dit avec qui on a élaboré notre champagne, parce qu'en fait finalement c'était des hommes de l'ombre, donc ça nous paraissait juste de rendre la lumière aux vignerons.
Et justement, tu disais au départ, et on le sait, le champagne, c'est une recette, entre guillemets, qui est déposée, dans laquelle on doit rentrer, un peu comme la tradition, la baguette, où si tu sors, tu n'es pas du champagne, tu ne peux pas t'appeler champagne. Comment on peut réinventer une recette dans laquelle on ne peut pas changer? Alors, c'est un très bon point. Effectivement, le champagne a un cahier des charges extrêmement précis auquel il doit répondre pour être champagne. Par exemple, je vous donne quelques exemples, mais il faut que ce soit forcément dans des bouteilles qui sont fermées par un bouchon de liège. C'est une technique très spécifique d'élaboration. Nous, notre parti pris, ça a été évidemment de respecter le cahier des charges, parce que sinon on sort de l'appellation, mais ça a été aussi en fait d'aller sur la traçabilité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui vont mélanger des raisins de tous les terroirs de la Champagne, tous les cépages, et nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment être le plus proche possible du vin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur toutes nos bouteilles, on a une carte d'identité de l'élaboration du vin qui indique le terroir. On a un seul terroir par cuvée, on a un seul terroir qu'on met en avant parce que selon nous, chaque terroir a sa spécificité et a un impact sur le goût du vin. La deuxième chose, c'est qu'on est totalement transparent sur les cépages. La majorité de nos cuvées, d'ailleurs, n'a qu'un seul cépage. Et quand il y en a deux, on indique les cépages au pourcentage près. Et on va aussi indiquer, par exemple, le taux de sucre. Ça a l'air de rien, mais quasiment aucun champagne n'indique son taux de sucre. Nous, ça nous paraissait très important d'être totalement transparent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi mettre beaucoup moins de sucre que les autres. On est entre 0 et 6 grammes par litre de sucre maximum, quand on va dire un champagne en moyenne entre 9 et 10. Et en moyenne, on est plutôt autour de 3 sur nos cuvées. Donc on est vraiment en dessous pour donner, en fait, laisser le vin vivre, on va dire. En général, comment dire, on a tendance à rajouter du sucre quand le vin n'est pas forcément très bon pour masquer, pour avoir ce côté exhausteur de goût. Nous, vraiment, on a voulu aller sur la super qualité du vin pour se passer du sucre. Et on a aussi une technique qui nous permet de diminuer le taux de sulfite. Et ça, en fait, la sulfite, c'est ce qui donne mal à la tête le lendemain quand vous buvez du champagne. Donc, du coup, on a voulu minimiser ces sulfites aussi. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, on est dans le cahier des charges, effectivement, du champagne, mais on a cette traçabilité, cette transparence totale qui aussi nous différencie des autres. Je le disais au tout début, on a vu peu de DNVB vraiment se différencier sur le produit. Hein. Souvent, c'est des produits qui ont été bien marketés. Vous avez réussi à quand même créer un produit très bon. J'ai vu que vous aviez reçu, en à peine 3 ans, vous faites partie du top 3 des meilleurs champagnes au monde sur l'une de vos cuvées. Comment vous en êtes arrivé là? Non, mais c'est un très bon point. En fait, nous, la base de tout, la base du projet, c'est vraiment la qualité du produit. On n'est pas là pour faire du marketing, entre guillemets, sur un produit qui est pas bon. Donc ça, c'est notre plus grande fierté, c'est qu'on était champagne numéro 1 sur Vivino en 2021. On a des médailles, quasiment toutes nos cuvées sont médaillées sur une vingtaine de concours viticole, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc en fait voilà, c'est parce que on y arrivait là en fait en étant intransigeant, on va dire, sur la qualité, en ayant un cahier des charges extrêmement précis. On a aussi la chance d'avoir dès le départ eu un chef de cave qui était vraiment spécialiste, notamment du travail sur le chardonnay, qui fait les blancs de blanc, qui est notre cœur de gamme. Et ça nous a permis d'avoir des vins d'exception. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, le journal Le Monde, au moment de Noël, a organisé une dégustation à l'aveugle avec ses journalistes spécialisés auprès de entre 350 et 400 vins. Et on faisait partie du top 3 sélectionnés à l'aveugle. Bravo. C'est hyper impressionnant parce qu'on s'imagine toujours que ça va être les grands vins très chers qui vont être récompensés. Et en fait, dès qu'on est à l'aveugle, on est on est moins soumis du coup et pas du tout soumis au marketing. Et là, c'est là où ça fait vraiment la différence. Donc c'est intéressant. L'un des gros sujets que vous êtes obligé de tacler, c'est le désamour ou en tout cas le détachement des jeunes générations avec le champagne, qui est évidemment un produit déjà cher et puis qui est un peu considéré comme poussiéreux. C'est les parents qui boivent ça, c'est pas les jeunes. Comment vous allez tacler ce sujet, qui est finalement un sujet qui n'est pas que le vôtre, mais qui est celui pour le champagne? Comment vous faites? Est-ce qu'il y a des actions qui sont mises en place par vous, par le champagne en lui-même? Ou comment vous faites? Déjà, effectivement, sur les jeunes générations, petite parenthèse là-dessus, déjà les jeunes générations, donc c'est pour nous en gros notre cœur de ciblage à la base, c'est les trentenaires, donc les milléniaux, trentenaires, urbains, actifs, CSP+.
Et en fait, nous, petite parenthèse aussi là-dessus, pourquoi est-ce qu'on a ciblé ces générations-là? Déjà parce qu'effectivement, elles étaient peu ciblées par les marques de champagne et il y avait un certain désamour, donc on trouvait intéressant de les cibler. Mais aussi parce qu'en fait, ces milléniaux, ils nous faisaient un levier pour atteindre la génération du dessus, leurs parents, parce que les milléniaux sont reconnus pour leur très fort pouvoir de prescription. Et aussi parce qu'il nous permettait de toucher les entreprises, on en reparlera je pense, mais qui est vraiment le cœur de notre business aussi, parce que les entreprises veulent attirer les millennials, que ce soit parmi leurs employés, parce qu'elles veulent des jeunes cadres dynamiques, entre guillemets, ou parmi leurs clients. Et en fait, pour les attirer, déjà on a commencé par des études. Nous, ce qu'on dit toujours chez EPC, c'est que notre avis ne vaut rien, seul celui des consommateurs compte. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous drive au quotidien. Donc, on fait des études, mais à la mano, hein, on n'a pas les moyens, entre guillemets, d'aller se payer des Ipsos et équivalents. Donc, on a commencé à faire des études et on s'est rendu compte que les barrières à l'achat du champagne chez les millennials, c'était effectivement ce côté, moi, j'aime le champagne, j'aime le goût, mais je vais en consommer peu parce que pour moi, c'est forcément associé à une très grande occasion. Donc, il y avait des gens qui nous disaient, j'ai les moyens d'amener une bouteille de champagne à boire quand je vais dîner chez des amis. Je ne vais pas le faire parce qu'ils vont se demander ce que j'ai à leur annoncer. Donc, il y avait vraiment ce côté associé à une grande occasion et le côté, oui, c'est un peu poussiéreux. Donc, nous, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est déjà une marque, en fait, qui est autour de la liberté. Donc, ça a l'air de rien, mais EPC... Le nom de notre marque, c'est un acronyme, alors que 99% des marques, ce sont des patronymes, c'est le nom de quelqu'un. On a voulu mettre en place une expérience aussi de consommation qui était différente. J'ai oublié de le sortir, mais on a un verre spécifique, le Blida, qu'on voit un peu sur la photo, qui est en fait le verre des vignerons champenois. Pour la petite histoire, c'est la ville de Blida en Algérie qui faisait fabriquer ces verres à thé, parce que c'est un verre à thé, dans les manufactures de champagne, et c'est comme ça qu'il est arrivé dans les mains des vignerons et qu'ils ont commencé à consommer le champagne comme ça, et donc on trouvait que ça avait un côté hyper convivial et qu'on sortait de la flûte. En gros, tout ce que nous on veut dire, c'est d'avoir une approche plus simplifiée du champagne, plus dans l'expérience et aussi très simplifiée dans le sens où on explique clairement ce qu'on boit, parce que c'était aussi une remarque des jeunes, c'est j'ai envie de comprendre ce que je bois. Aujourd'hui, la transparence sur l'élaboration des produits, c'est quelque chose qu'on retrouve sur tous les produits du quotidien, de la cosmétique à l'agroalimentaire, et on a voulu, c'est pour ça aussi qu'on a mis en place ce système de carte d'identité aussi sur la bouteille, qu'on est les seuls à faire. Ça, je pense que c'est hyper intéressant justement d'avoir revu ce verre, parce que je trouve que ça ramène la marque, parce qu'on peut la trouver un peu polarisante, destinée aux jeunes générations, etc. Et donc, j'imagine qu'il y a des gens qui se disent ouais, c'est un truc de jeunes, et en même temps en ramenant un peu de retour aux sources finalement, parce que quand tous les vignerons boivent avec ça, c'est finalement une façon de réconcilier les mondes. J'imagine que c'est un vrai enjeu aussi pour vous, parce que c'est pas parce qu'on touche les jeunes qu'on ne veut pas toucher tous les autres, qui ont vachement plus d'argent tout de suite à dépenser. Exactement, exactement. Et l'idée, c'est pas de dire il faut absolument boire dans le Blida. Nous, on adore aussi boire dans des verres à vin, parce que c'est ce qui permet la meilleure expérience, on va dire, organoleptique. Mais voilà, le message derrière, c'est en fait, le champagne ne doit pas forcément être dans un carcan avec des codes spécifiques. On n'est pas obligé de boire le champagne dans une flûte. Et voilà, c'était le message de liberté par rapport au code du secteur. Et justement, un message de liberté aussi sur la bouteille, sur l'actuelle, qui est assez polarisante. Hein. Tu le disais, il y a des gens qui adorent, des gens qui détestent, parce que justement, on sort du code. C'était quoi une façon de marquer la différence quand on arrive dans un magasin, dans une petite épicerie fine, de se dire tiens, je le reconnais tout de suite, ou est-ce que c'était justement de dire il y a un renouveau à donner au champagne, on va essayer de ringardiser les autres? C'était quoi l'objectif? C'est une très bonne question. D'ailleurs, je peux juste projeter les bouteilles actuelles. Donc nous, notre parti pris initial, ça a été d'avoir des bouteilles avec un design qui sont très polarisants. Pourquoi? Parce on s'est lancé il y a un peu plus de 3 ans dans un univers qui est extrêmement concurrentiel, avec des acteurs, des mastodontes face à nous, donc plus de 1200 marques de champagne, ce que je disais. Et donc on voulait marquer les esprits. On voulait que les gens, quand ils nous voient, ils se souviennent de nous. C'est pour ça qu'on a choisi le nom EPC. On avait une centaine de noms en Pour info, EPC, c'est pour épicurien. Épicurien, exactement. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a choisi le nom EPC? On avait un top 5 qu'on a testé en fait avec plein de nos potes, des consommateurs, et on leur demandait
quels étaient les noms qu'ils préféraient. Alors EPC n'était pas forcément le premier, mais quand on les rappelait 1 heure plus tard en disant parmi les 5 noms que je t'ai présentés il y a 1 heure, desquels tu te rappelles, systématiquement ils se souvenaient d'EPC. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce nom-là, même s'il avait un caractère polarisant, parce que les gens, marque de champagne qui s'appelle EPC, ça leur parlait pas toujours. Et du coup, le design, pareil, on voulait marquer les esprits, on voulait susciter une réaction, que les gens se souviennent d'avoir vu notre bouteille en bien ou en mal. Donc ça nous a permis d'émerger assez vite. Aujourd'hui, au bout de 3 ans, on est présent dans plus d'une vingtaine de pays. On est dans le top 50 des marques de champagne, donc on a encore un long chemin à parcourir, mais sur 1200, c'est déjà un bon début. Et voilà, et on va arriver à une étape 2, je pense qu'on en parlera juste après. Justement, en préparant cette interview, tu me disais que vous étiez à un tournant de la marque, parce que justement, vous alliez changer les packaging avec un postulat de départ assez intéressant, c'est de se dire... il est trop polarisant finalement. On doit rentrer dans un certain code. Est-ce que c'est... Donc déjà, présente-nous le nouveau packaging, comme ça après j'aurai certainement d'autres questions pour toi. Donc effectivement, après ces 3 ans et le succès qu'on a eu avec ce packaging, on arrive à un tournant. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte des limites du packaging, qu'on connaissait déjà. Déjà le côté polarisant, je l'ai dit. Deuxièmement, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que les entreprises font 50% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus que ce qu'on avait estimé au départ, qu'on pensait être beaucoup plus B2C, on va dire. Et les entreprises ont un peu plus besoin de consensus que le B2C, qui est plus prêt à accepter la rupture. Et on voulait aussi rendre davantage justice à la qualité de nos vins. Ce qui est ressorti de nos études, c'est que l'inconvénient de ce packaging, c'est que les gens pouvaient avoir l'impression que le champagne à l'intérieur de la bouteille n'était pas forcément de très grande qualité. Or, on l'a dit, c'est quand même notre parti pris de départ d'avoir un très bon champagne. Donc c'est pour ça qu'on s'est attelé au sujet. On a travaillé avec un designer qui a travaillé sur de nombreuses marques qui ciblent d'ailleurs les trentenaires, donc Frischti, les Draps Bonsoir, Louis Etu, les Choux Popellini. Et son premier parti pris, ça a été d'affiner le logo par rapport au logo actuel et surtout de se dire, le problème de PC, c'est que c'est un bloc, puisque c'est 3 lettres, c'est un acronyme, donc tout de suite ça va en fait enfermer l'étiquette dans quelque chose d'assez massif. Donc comment je peux casser ce côté massif? Et du coup son parti pris, ça a été de positionner les lettres comme ça, à la manière de ce qui peut être fait chez Louis Vuitton ou Yves Saint Laurent par exemple dans la mode. Nous on n'est pas allé jusqu'à entrelacer nos lettres parce qu'on est dans une phase d'installation de la marque, donc on doit absolument faire en sorte que les gens se souviennent de nous avoir vus. Et ce qu'il a aussi fait, c'est d'avoir une étiquette qui était en résonance avec ses lettres. Donc, je vous passe les étapes, mais grosso modo, il s'est dit, le plus simple, c'est d'entourer les lettres. Et on arrive à cette nouvelle gamme-là. Donc là, l'objectif, encore une fois, c'est d'aller premiumiser la marque, de rendre davantage justice à la qualité de nos vins, et tout en ayant cette approche, évidemment, moderne, puisque l'idée, c'est pas de devenir classique, entre guillemets, et traditionnel. On va faire un petit vote. Qui préfère la version 1, qui préfère la version 2? Version 2? Tout le monde la 2? Ah, il y a un petit doute devant. Pas trop d'avis? On ressent malgré tout une vraie premiumisation, ça c'est sûr. Après les photos, là, je pense. Oui, ça rend pas du tout. Joue beaucoup sur le côté premium, mais c'est sûr qu'on retrouve le côté premium. Et parce que moi, ce que j'aime beaucoup dans cette étiquette, c'est aussi son côté un peu nature. Ouais. On a l'impression que asymétrique, c'est une feuille, que c'est fluide, quelque chose qui va pouvoir ramener sur. Et donc ça sort quand? Ça sort entre mi et fin novembre, donc voilà. Ah ouais, donc c'est vraiment le gros, sujet du moment. Gros sujet du moment. Et donc là, tu nous disais, aujourd'hui, tu es présent dans 20 pays, 50% de ton modèle, il est basé sur les entreprises, donc là, c'est plutôt sur du cadeau d'affaires, sur du cadeau de fin d'année, j'imagine. Oui. Comment tes canaux sont différemment, enfin, comment sont-ils organisés? Les 20 pays, ça représente quoi? Le D2C, ça représente quoi? C'est comment que tu es organisé là-dessus? Alors aujourd'hui, en fait, on est encore, on va dire 80% en France, 20% à l'export. Il faut savoir que la France, à l'échelle du marché mondial en champagne, c'est 50% de la consommation, donc c'est un marché énorme. Donc 80-20, l'idée c'est que dans les prochaines années... C'est quasiment le seul marché, je te coupe,
où tu peux faire plus d'argent en France qu'à l'étranger. Donc vous avez un gros avantage parce qu'il y a beaucoup de marques qui sont obligées de s'exporter assez vite parce que le marché est ailleurs et ça crée beaucoup de contraintes de service client, de distribution, de plein de choses. Donc, non, mais c'est vrai. Non, mais ça, c'est vrai que c'est une grande chance. Et puis en plus, même pour pouvoir s'exporter à l'étranger, faut commencer à faire ses preuves en France parce que c'est le marché numéro 1. Donc aujourd'hui 80% en France, même si la volonté c'est d'aller quand même de plus en plus sur l'export. Et en termes de circuit de distribution, dès le départ, ce qu'on a voulu, nous, c'est avoir une distribution sélective. Donc de ne pas être présent du tout en grande distribution, d'être présent, comme je le disais, en entreprise pour toute la partie cadeaux d'affaires et événementiel, d'être présent aussi en bar-restaurant. Bar-restaurant, c'est très important parce que ce qui nous permet d'avoir une bonne image, de développer l'image de la marque en s'associant à des lieux qui sont branchés, mais aussi gastronomiques. Caviste aussi, pour la distribution, et aussi effectivement de la vente en ligne. Donc aujourd'hui, nous, en termes de ratio, on va dire en France, c'est 50% B2B, 30% on va dire c'est bar-restaurant, et 10% caviste et 10% vente en ligne. C'est vrai que développer la vente en ligne sur un seul produit, quand aujourd'hui on a des marketplaces de champagne qui ont une offre énorme et où on peut mixer, etc., j'imagine que c'est difficile, presque un combat perdu d'avance, non? Ouais, en fait, on s'est rendu compte très rapidement que les gens qui achetaient du vin en ligne, ils l'achetaient sur des sites multimarques, quasiment jamais sur le site d'une marque. Et en fait, on s'est dit, bah, on va pas... Enfin, comment dire, nos efforts vont pas être mis sur changer les habitudes d'achat des Français. C'est pas notre rôle aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas misé sur la vente en ligne. Par contre, on a digitalisé la façon de faire du business avec les entreprises, mais le D2C n'est pas le plus stratégique pour nous. Et puis il y a un vrai sujet sur le D2C, c'est qu'on l'a vu avec la conférence d'avant, c'est que faire de la pub sur l'alcool, c'est très compliqué. En France, il y a beaucoup de lois, il l'a cité, il l'a mis au même niveau que les armes, hein. Donc c'était quand même assez flagrant. C'est quoi, justement, qu'est-ce qui vous est autorisé, qu'est-ce qui ne vous est pas autorisé? En France, il y a ce qui s'appelle la loi E20. Donc qui régit l'alcool, et effectivement c'est vrai que parfois moi je suis assez choquée parce que bon, le champagne, comparer le champagne aux armes, mais c'est vrai. Comparer l'alcool, pas le champagne. Non, mais l'alcool en général, mais du coup comme le champagne est un alcool, et on a eu des discussions avec des banques qui voulaient pas investir chez nous parce qu'on était de l'alcool et qu'ils investissaient ni dans l'alcool ni dans les armes, donc voilà. Mais concrètement, ce que la loi en fait E20 impose, typiquement on peut pas faire des médias genre télé, ou vous verrez jamais de l'alcool à la télé, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit d'associer l'alcool au plaisir en pub. Vous n'avez pas le droit, il y a plein de règles à respecter. Donc c'est pour ça que nous c'est pas le cœur du sujet. Après, l'avantage des réseaux sociaux, c'est que comme on touche une cible qui n'est pas uniquement française, on n'est pas 100% dépendant de la loi E20. Ça veut dire que tu peux faire des pubs à l'étranger, mais pas en France. Exactement. Okay. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, en parlant des publicités, que Heineken et tout ça ont créé des bières 0%. À la base, c'est que pour du marketing. C'est pour pouvoir remettre le nom Heineken absolument partout. Et aujourd'hui, sur les grands prix, il y a Heineken partout. Et les gens oublient le 0%, évidemment. Mais ça représente quasiment rien de leur vente. Hein. C'est vraiment pas le cœur. C'est malin. Et juste par rapport à ça, par exemple, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en champagne. On ne peut pas être un champagne et être 0%. Si on est 0% d'alcool, on ne peut plus s'appeler champagne. Alors que par exemple, la bière peut s'appeler bière 0%. Mais par contre, tu pourrais avoir ta marque. Tu pourrais être EPC 0%. Mais pas champagne. Ouais, mais tu ferais résonner ta marque sur les grands prix de Formule 1 partout dans le monde. Et du coup, c'est quoi un peu justement pour vous là, les next steps? J'ai cru aussi comprendre que vous veniez de finaliser une levée de fonds, vous êtes en train de la finaliser. C'est quoi l'objectif derrière? C'est d'aller plus vite, plus fort, de sortir plus de produits. J'ai vu aussi que vous aviez une marque de rosé maintenant. Ouais. Pas mal de choses. Oui, il y a pas mal de choses. Donc, on vient de finaliser effectivement une deuxième levée de fonds. Les objectifs derrière, je le disais, c'est de se développer à l'export, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui sont les deux gros marchés du champagne après la France. De développer la notoriété de la marque. Aujourd'hui, nos freins majeurs à l'achat, c'est que les gens ne nous connaissent pas encore, parce qu'on a très peu investi sur la notoriété depuis le début. On était vraiment concentré sur la construction de la distribution.
de la marque avant de développer vraiment la partie notoriété. Donc export, notoriété et effectivement la diversification du portefeuille. Il y a 6 mois, on a lancé une marque de rosé qui s'appelle Eau Rose Provence. Et pareil, en fait, sur le même principe que le champagne, l'idée c'est d'avoir une traçabilité totale sur l'élaboration de nos vins, carte d'identité sur nos produits. Par contre, on n'est pas en train de libérer le rosé des codes du secteur parce qu'au contraire, le rosé, il y a très peu de codes. Donc voilà, c'est une approche différente. Ouais, et puis le rosé, oui, comme tu disais, il y a très peu de codes et on voit déjà beaucoup d'innovation dans la façon de le marketer, etc. Est-ce que parmi vous, vous avez quelques petites questions? Vas-y. Non, non. Ça peut être génial. Ça peut être, ce que j'allais dire, hein, ça peut être un élément quand même, encore une fois, pour marquer les esprits. Ah, on va refaire parce que... Oui, donc, pardon, donc il fait du Cerdon et vous avez pris les codes du champagne qui est quand même une appellation extrêmement forte. Je pense qu'au niveau vin, il n'y a pas plus fort que le champagne comme nom de marque, comme puissance. Donc comment justement, moi je suis dans le vêtement, donc rien à voir, mais comment créer des codes, justement faire l'effet inverse. Donc par exemple prendre une marque d'autres vins, du Cerdon, qui est à peu près la même chose, et s'inspirer de la marque champagne. Je ne sais pas les origines, je ne sais pas pourquoi c'est aussi puissant, je ne m'y connais pas trop, j'avoue. Et du coup, comment créer cette marque aussi puissante? Alors c'est une très bonne question. Alors je prétends pas du tout avoir la recette miracle. Déjà pour répondre à ta question de pourquoi le champagne est ce qu'il est aujourd'hui, et je pense effectivement l'alcool le plus valorisé, un des alcools les plus valorisés au monde, à mon sens c'est parce qu'il y a des acteurs tels qu'LVMH, Pernod Ricard qui ont investi énormément d'argent en marketing sur le champagne et en créant du coup cette appellation et en faisant ce qu'elle est. Et on parlait aussi des codes du champagne, le cahier des charges. En fait, il y a ce qui s'appelle le comité champagne en Champagne qui contrôle l'appellation. Et ça, alors c'est un côté un peu parfois pas mal de restrictions, mais d'un autre côté, ça fait en sorte que voilà, le champagne est ce qu'il est parce qu'il y a un cahier des charges très précis derrière. Pour répondre à ta question, ce que je trouve intéressant, c'est le parallèle avec le rosé. Justement, parce que le rosé de Provence, historiquement, c'est un alcool qui a très mauvaise réputation. Moi, quand j'ai commencé à faire pareil les études pour lancer la marque Eau Rose, en fait, je me rendais compte que les gens étaient traumatisés. Tous étaient traumatisés au moins une fois dans leur vie par leur expérience avec un mauvais rosé. Donc, ils vont penser que en fait, ils ont peur. Du coup, il y a une peur, on va dire, de sélectionner parfois un rosé parce qu'on va faire le mauvais choix, avoir mal à la tête le lendemain, tomber sur un rosé trop sucré, etc. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de champenois qui investissent sur le rosé. Les grands que j'ai cités, LVMH, etc., achètent aussi des marques de rosé et essayent en fait de répliquer ce qu'ils ont fait sur le champagne, sur le rosé, en créant des marques voilà, fortes, en montrant un univers du luxe dans le rosé, et en fait de répliquer les codes, on va dire, du champagne qui est vu comme une marque, qui est comme une appellation, pardon, extrêmement luxueuse et qualitative, de les répliquer sur une boisson qui est perçue comme beaucoup moins qualitative. Puis il y a un vrai sujet ouais, de créer de la désirabilité. C'est un projet que ton oncle ne pourra pas faire seul. C'est l'ensemble des vignerons du Cerdon qui doivent presque se serrer les coudes pour pouvoir faire parler de cette appellation. Parce que si tout seul, ça va être compliqué, même si c'est pas impossible. C'est pas impossible. Il peut réussir à créer de la désirabilité autour de sa marque. Il y a plein de marques qui arrivent à le faire. Il y a des champagnes, des vins pas connus qui arrivent à créer de la désirabilité parce qu'ils ont un marketing un peu différent, ils ont un packaging un peu différent, ils ont 2-3 personnes un peu cool qui ont parlé d'eux. Tu vois, donc c'est pas impossible. Mais pour faire monter l'appellation, il n'y arrivera pas seul. Soit il arrive lui à faire monter sa marque, soit ils se mettent ensemble pour faire monter l'appellation, mais il ne pourra pas faire les deux à la fois, ça c'est sûr. Ouais, effectivement, ce qui est aussi fort dans le champagne, c'est qu'il y a le comité champagne, le syndicat général des vignerons, et ils font des campagnes non brandées, donc pas sur une marque particulière, pour parler du champagne en général.
Donc effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vous disiez que bon, vous ne misez pas vraiment sur la vente en ligne, mais que vous avez digitalisé vos relations avec les vignerons, c'est-à-dire Pardon, avec les entreprises plutôt. avec les entreprises, Ouais. d'accord. Et même en fait, en gros, ce que nous, on a pris aussi comme parti, c'est que le champagne, c'est un secteur aujourd'hui très traditionnel, où beaucoup se fait, voilà, mais on est au stade, on va dire, du fichier Excel, parfois, alors pas dans les très grands groupes, mais voilà, ça reste très traditionnel, très peu digitalisé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le Covid. Nous, donc, on s'est lancé en juin 2019. En mars 2020, il y a le Covid, tout s'arrête. Donc, à la base, historiquement, le champagne, beaucoup de ventes se font autour de déjeuners d'affaires, rencontres, salons, etc. Tout est à l'arrêt, il n'y a plus rien. Donc, nous, on se retrouve en mars 2020 en se disant, bon, déjà, est-ce qu'on va pas couler? Parce que, en fait, notre business, c'est des bars, restaurants, de l'événementiel. Et à la base, on n'avait pas trop, enfin, on n'avait quasiment pas de cadeaux d'affaires. Donc, on avait vraiment bar, restaurant, événementiel. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Donc, c'est pour ça qu'on s'est réorienté sur les cadeaux d'affaires, parce qu'on s'est dit ça, même avec le Covid, même avec le télétravail, les entreprises vont continuer d'offrir des cadeaux à leurs clients, et même encore plus peut-être, parce qu'ils vont avoir besoin de les fidéliser dans un marché qui est quand même extrêmement incertain. Et deux, comment est-ce qu'on va arriver à avoir cette approche du coup et en fait, on a totalement changé notre approche de démarchage des entreprises en digitalisant totalement le démarchage qui au départ était vraiment uniquement quasiment autour de déjeuners d'affaires et de salons d'entreprise. Et pour finir aussi, on a aussi totalement digitalisé notre partie opération, donc vraiment de l'amont, de la logistique à l'aval, à la livraison, tout est via un CRM automatisé, digitalisé. On a développé en fait notre outil en interne et ça fait vraiment aussi la différence par rapport à nos concurrents. Merci beaucoup déjà de votre participation. Merci à Camille d'être venue. Puis j'espère que vous pourrez bientôt aller acheter ces nouvelles bouteilles dans les cavistes de Paris ou d'ailleurs pour pouvoir fêter autre chose que des naissances, que des mariages, etc. Juste pour le plaisir. Bon, il y a quand même Noël qui arrive bientôt. Oui, c'est vrai. Même si c'est pas que pour Noël, Noël est une bonne excuse. Merci à tous. Et puis juste après, on se retrouve du coup avec une autre expérience gustative avec le vinaigre de cidre. Et là encore, une expérience complètement réinventée dans l'autre salle. Merci à tous, merci.